À qui profiterait une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Vous votez au Rassemblement national à la majorité ou alors à la nouvelle Union populaire écologique et sociale? Pour l'instant, vous êtes une légère majorité à répondre que ça profiterait davantage au Rassemblement national. Vous nous appelez aussi au 0826 300 300. Cette assemblée privée de majorité absolue, il y en a une de majorité, mais privée de majorité absolue, peut-elle tenir longtemps et doit-elle tenir longtemps? On a envie de vous entendre. On vous donne la parole avec nos trois invités qu'on accueille avec plaisir. Maxime Thiebaud, bonjour à vous. Bonjour. Avocat au barreau de Paris. Vous étiez élève avocat d'ailleurs la dernière fois que vous étiez intervenu sur Sud Radio. Félicitations à vous. Nous sommes avec un nouveau député aussi, Rodrigo Arenas. Bonjour à vous. Bonjour. Enfin, nouveau député depuis les dernières élections. Vous êtes député France Insoumise, Nouvelle Union populaire écologique et sociale de la ville de Paris. Nous sommes avec une élue Renaissance également. Bonjour à vous, Lauriane Rossi. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous représentez la majorité ici, donc c'est à vous qu'on posera la première question. Quelle mouche a piqué le président de la République d'envisager à voix haute, suffisamment fort pour qu'on l'entende, qu'il pourrait dissoudre l'Assemblée nationale? La dissolution, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Je crois que derrière cela se cache la volonté de mettre les oppositions face à leurs propres responsabilités. À un moment donné, il y a un projet présidentiel. Le président de la République souhaite le déployer avec la première ministre et le gouvernement. Si les oppositions s'entêtent alors même qu'un dialogue a été installé, que Mathilde Panot, présidente du groupe NUPES, France Insoumise, était encore reçue hier par Elisabeth Borne. Si les oppositions s'entêtent à vouloir faire de l'obstruction et empêcher l'Assemblée nationale de travailler, oui, effectivement, l'outil existe, la Constitution le prévoit. Je crois que c'est ce qu'il faut comprendre du propos du président de la République. Rodrigo Arenas, vous faites de l'obstruction? Non, nous on fait ce pour quoi on a été élu comme Emmanuel Macron. Nous, on s'est engagé sur la retraite à 60 ans, sur la défense des services publics, sur la restauration de l'école, de l'hôpital. Dans ma circo, vous savez, les hôpitaux, ils sont à bout de souffle. Moi, j'y vais, on ferme des lits, pas parce qu'il n'y a pas de malades, c'est parce qu'il n'y a pas de soignants. Donc, c'est ça la réalité. Donc, à un moment donné, moi, j'entends que le président de la République joue cette carte-là, c'est son rôle. En attendant, j'attends savoir si, la vraie question, c'est est-ce que s'il n'a pas de majorité relative en sortir d'une nouvelle élection, est-ce qu'il va démissionner comme le général de Gaulle? Donc s'il met en jeu son mandat, allons-y. En tout cas, nous on est prêts parce qu'on fait ce pourquoi on a été élu également. De Gaulle avait démissionné pour d'autres raisons d'ailleurs, mais MacMahon avait démissionné a priori pour cette raison-là. Maxime Thiebaud. Oui, Gambetta lui avait dit soumets-toi ou il faudra vous soumettre ou vous démettre. Ou vous démettre. Voilà. Mais c'est la vraie question constitutionnelle, c'est-à-dire que la Ve République a deux armes de destruction massive. Il y a la motion de censure que peut voter l'Assemblée nationale, il y a la dissolution. Le problème, c'est que, comme dans toute guerre nucléaire, quand le premier utilise, le deuxième utilise. Bon. Et donc, le jeu constitutionnel voudrait que si une motion de censure est votée, Emmanuel Macron soit dans l'obligation de dissoudre. Et en réalité, c'est ça qu'il a sous-entendu lors de ce dîner. C'est qu'il a dit, de toute façon, ils ne me laisseront pas le choix. Alors après, les journalistes et les acteurs politiques sont venus dire « Ah, il fait une pression sur l'Assemblée nationale ». Mais en réalité, c'est le jeu constitutionnel qui veut ça. C'est-à-dire que s'il y a une motion de censure qui est votée, que le gouvernement tombe, il va pas nommer un nouveau Premier ministre qui correspondra à son image politique, ou alors il se soumettrait à une Assemblée nationale. Et il peut pas se le permettre, dans un régime constitutionnel qui veut que le chef de l'État soit fort, d'avoir une Assemblée nationale qui soit prédominante sur lui et qui n'utilise pas cet outil que le général de Gaulle avait mis dans la Constitution de la Ve République pour être utilisé face aux motions de censure. Donc en fait, il n'y a rien de choquant dans ce qu'a dit Emmanuel Macron. Après, il y a une philosophie qu'il faut comprendre, c'est que si l'Assemblée nationale correspond à cette couleur politique et qu'elle vient à voter la motion de censure, c'est que les Français, d'une certaine manière, ont voté Emmanuel Macron pour des raisons qui ne sont pas celles de leur vote à l'Assemblée nationale. Et donc, il faudra prendre le jeu institutionnel tel qu'il existe, et puis ensuite, s'il y a de nouvelles élections législatives, on verra comment sortiront les différents candidats. Et à supposer qu'une nouvelle majorité s'en détache. Est-ce qu'une majorité se détacherait dans l'opinion publique française aujourd'hui? Lauriane Rossi. Déjà, je veux rappeler que la majorité, la majorité présidentielle a la majorité à l'Assemblée nationale. Certes, pas la majorité absolue, mais elle est majoritaire. Personne ne l'a contesté ici. Après, moi, il ne m'appartient pas de spéculer sur le choix des Français en cas de nouvelles élections, évidemment. Néanmoins, je crois que, encore une fois, ça a été très justement dit. Il s'agit de remettre les oppositions face à leurs responsabilités, face à la menace brandie par plusieurs groupes d'opposition autour de la motion de censure. Le président de la République été élu. Il avait un projet très clair, présenté aux Français. Il a fait 28% dans le premier tour. Il le déploie en même temps dans une méthode qui est celle du dialogue et de la concertation et pas du passage en force sur ce sujet. Justement, parlons de dialogue. Justement, qu'est-ce que vous seriez prête à voir votre parti faire comme pas en direction des deux camps d'en face?
Plusieurs pas déjà ont été franchis, je le redis. Tous les groupes parlementaires et tous les partis politiques sont consultés, les associations d'élus locaux. Donc il y a une méthode de concertation très large sur le sujet, menée par les ministres et la Première ministre. À l'Assemblée, il y aura, et moi je ne suis plus députée, mais je le souhaite ardemment, évidemment, un débat sur le sujet. Je n'étais pas favorable, effectivement, à l'amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je pense qu'il faut un vrai débat sur le sujet et un texte à la hauteur, mais la méthode est là, clairement. Donc c'est beaucoup d'instrumentalisation, je crois, et beaucoup d'agitation de la part des oppositions pour faire échouer ce projet qui, encore une fois, a été annoncé clairement aux Français. Ce projet, c'est la réforme des retraites, la volonté du président de la République de mener à son terme cette réforme des retraites qui est un peu le sparadrap du capitaine Haddock depuis d'ailleurs le dernier quinquennat. On en parle dans un instant avec Rodrigo Arenas qui était pressé de prendre sa retraite, mais il va la prendre dans un instant. 0826 300 300, vous nous appelez. Est-ce qu'il est sain qu'il n'y ait pas de majorité absolue dans cette Assemblée nationale, ou est-ce qu'au contraire il faudrait une nouvelle chambre avec une majorité absolue, quelle qu'elle soit d'ailleurs? Vous nous appelez, vous nous donnez votre avis sur Sud Radio. On en débat avec Maxime Thiebaud, Rodrigo Arenas et Lauriane Rossi. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Cette Assemblée doit-elle tenir longtemps sans majorité absolue? Il y a une majorité, je le confirme, mais il n'y a pas de majorité absolue. On en débat avec Rodrigo Arenas, député insoumis NUPES de Paris, Lauriane Rossi, élu Renaissance à Montrouge en Ile-de-France, et Maxime Thiebaud, avocat au barreau de Paris. Rodrigo Arenas, on parle de dialogue, en tout cas Lauriane Rossi parle de dialogue entre le gouvernement d'un côté, la majorité, et les oppositions. À quoi rime ce dialogue actuellement, concrètement, sur le projet de réforme de retraite dont vous ne voulez pas entendre parler? On ne veut pas entendre parler sur les marqueurs forts, comme encore une fois, le départ à 60 ans, ce genre de choses. Mais il y a aussi la question des hyper-profits qui doivent aujourd'hui contribuer à la richesse nationale pour sauver les services publics. C'est des marqueurs forts à la LFI et à la NUPES. Donc, moi, j'entends Lauriane Rossi quand elle dit que le président de la République a été élu au premier tour avec 28%. Jean-Luc Mélenchon, on a fait 22%. Donc, à un moment donné, il faut tenir compte de tout ça aussi. La question, c'est que, vous avez, moi, pour la campagne présidentielle, j'ai appelé à voter pour Emmanuel Macron, mais contre le Front National. Pas pour le programme d'Emmanuel Macron au deuxième tour. Donc, il faut tenir compte aussi de tout ça. Maintenant, il ne faut pas nous faire à nous le reproche de l'incapacité d'Emmanuel Macron à gérer sa majorité à l'Assemblée nationale. Parce que ça, dans les sujets, c'est pas moi qui ai créé la colère de Bayrou. C'est pas nous qui avons créé aujourd'hui les dissensions entre les différents pôles de la majorité d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, qui est dans l'incapacité aujourd'hui d'assumer un front uni par rapport à ça. Donc, il ne faut pas faire payer à la NUPES l'incapacité de la majorité d'Emmanuel Macron à gérer sa majorité. C'est ça la question qui se pose. Donc, nous, on assume ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on porte auprès de la population. On rappelle le contexte. Édouard Philippe, dans la majorité, était plutôt pour une réforme des retraites rapide. C'était d'ailleurs lui qui avait enclenché la première tentative. À l'inverse, François Bayrou voulait plutôt beaucoup de concertation, d'autant plus qu'il était censé diriger le Conseil national de la refondation. Maxime Thiebaud, qu'est-ce que ça dit de l'avancée du dialogue social en France ? Ça dit beaucoup de choses, parce que si l'arme nucléaire, qui est la motion de censure, est votée, c'est qu'en fait l'échec du dialogue est intervenu. C'est parce que il y a un terrain politique qu'Emmanuel Macron ne maîtrise pas que la motion de censure sera votée. Et on le voit tous les jours, quand vous voyez que l'interview de la présidente de l'Assemblée nationale pour la rentrée politique, c'est de dire que le 49.3 c'est un outil comme un autre. C'est quand même choquant pour une présidente d'Assemblée nationale que d'utiliser l'outil qui est de contraindre l'Assemblée nationale comme étant un bel outil démocratique. Mais ça veut dire en fait que ça permettrait, juste avant de vous redonner la parole, ça permettrait de faire passer un texte dont la majorité absolue des députés ne voudrait pas, mais de le faire passer à condition qu'il n'y ait pas de motion de censure votée contre le gouvernement. Exactement. Et ça montre la méthode. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron aurait très bien pu dire la réforme des retraites, peut-être qu'elle est nécessaire, etc. Mais on a un débat qui doit s'installer avec l'Assemblée nationale, avec la couleur politique de l'Assemblée nationale, telles qu'ont été votées des lois cet été. Et cet été, il y a eu des lois qui ont été votées, alors avec des accords plus ou moins, les Républicains, même le RN parfois a voté des propositions qui étaient faites, du moins des projets de loi faits par le gouvernement. Mais en réalité, là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'Emmanuel Macron veut accélérer son agenda avec une loi qui ne peut pas passer au regard de l'image politique, du moins de la couleur politique de l'Assemblée nationale. Donc, ça choque. Et quand vous entendez qu'on pourrait passer par un amendement au sein du projet de sécurité sociale, c'est un passage en force. Donc c'est normal que derrière, il y ait un blocage qui intervienne. S'il ne rentre pas dans le dialogue, il y aura un blocage. Si ce blocage ne sort pas par une discussion, il sortira par une motion de censure. Et derrière, une solution. Sur ce que vous dites d'ailleurs, que si on parle de la réforme des retraites, qui est le point clivant quand même, il faut tenir compte qu'il y a un sondage qui est sorti quand même. Il y a 70% des Français qui sont opposés. Donc c'est pas la question de la NUPES, c'est comment est-ce qu'on n'est pas en phase avec la population, pas seulement sur l'opinion politique, sur les besoins qu'ont les gens.
Moi, vous savez, dans ma circo, je rencontre des gens qui sont chez les bailleurs, c'est-à-dire c'est des gens qui sont en précarité. C'est pas qu'ils veulent pas payer les loyers, c'est qu'ils ne pourront pas les payer parce que les charges ont augmenté. Donc qu'est-ce qu'on leur apporte? Et ça, c'est pas dans 3 mois, c'est pas en 2023, c'est cet hiver. Comment les gens vont se chauffer, comment les gens vont se nourrir, comment les enfants vont aller à l'école. Vous voyez, c'est ça la situation. Donc oui, on n'est pas d'accord. Mais Lauriane Rossi pourrait vous objecter justement que ça n'empêche pas de réformer le système des retraites pour plus tard quand il sera en déficit. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a été diffusé très récemment le démontre. Encore une fois, je crois qu'il faut sortir des postures. La posture, excusez-moi, Madame Rossi, l'argument que vous donnez n'est pas le bon. Il faut sortir des postures. L'attitude qui consiste à s'opposer pour s'opposer systématiquement en refusant toute voie de dialogue n'est pas responsable. Je crois que le rôle d'un parlementaire, quelle que soit son appartenance politique, est de prendre ses responsabilités, de débattre, d'enrichir, d'amender, de modifier les textes. Ce texte, d'ailleurs, nous ne l'avons pas. Personne ne l'a. On a fait un sondage auprès des Français sur une réforme dont on ne leur a pas expliqué les contours. Est-ce que par exemple, et je veux le dire à ce micro, derrière cette réforme de retraite, là vous parlez de l'âge de départ, il n'y a pas que ça, il y a la retraite minimale de 1100 €, il y a la prise en compte de la pénibilité, il y a beaucoup d'éléments qui vont vers un système de la pénibilité, pas suffisamment, vers un système beaucoup plus juste pour les Français. Et alors ça n'est pas. On va s'arrêter aussi sur cet aspect-là, la réforme des retraites, puisque manifestement c'est le nœud gordien, c'est ce qui fait que on pose la question d'une éventuelle dissolution ou d'une motion de censure. Pourquoi pas? Vous avez défendu, Lauriane Rossi, la précédente réforme des retraites, le précédent projet de réforme des retraites porté par Édouard Philippe. Pourquoi faudrait-il travailler plus tard en France aujourd'hui? Parce que les chiffres sont là, encore une fois, il suffit de lire le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Vous pouvez être contre, mais c'est écrit, ce sont des... Et d'ailleurs, j'ajoute que les syndicats, les partenaires sociaux ont validé ce rapport, ils siègent, ils l'ont validé. Donc ils ont beau jeu aujourd'hui de dénoncer les chiffres qui sont dans ce rapport. Par contre, sur la précédente réforme qui avait été, je le rappelle, votée par l'Assemblée nationale, mais ensuite mise en suspens suite à la crise des Gilets jaunes, moi j'avais à l'époque, avec d'autres députés, émis quelques réserves sur l'âge pivot défendu par Édouard Philippe à l'époque. Voilà, donc, et pourtant j'étais dans la majorité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut être parlementaire, y compris dans la majorité, et effectivement avoir des nuances et prendre ses responsabilités pour modifier, amender un texte. Mais c'est ça, ça n'est pas s'opposer systématiquement en agitant une motion de censure pour renverser le gouvernement. Ça n'est pas responsable. C'était la crise sanitaire qui avait mis un terme au projet de réforme des retraites, juste après la crise des Gilets jaunes. Il y en a eu quelques-unes dans le précédent quinquennat. Il y a une chose à préciser, la question des motions de censure ne se pose pas automatiquement. Elle se pose si un 49.3. Donc il faut remettre les choses en perspective. C'est-à-dire que si le gouvernement veut passer en force, donc ça, ne pas jouer le rôle de la cuisine parlementaire, mais ça finira par arriver. Si Emmanuel Macron ne respecte pas sa parole, c'est-à-dire de laisser le Parlement faire son travail comme à l'Europe, ce sur quoi il s'est engagé, alors oui, les parlementaires doivent prendre leur responsabilité en disant vous sapez des règles du jeu. C'est sa responsabilité, c'est pas la nôtre. Maintenant, sur ce qui est dit actuellement, c'est pas que la question des retraites. On a des oppositions philosophiques, on a des oppositions aussi oui, aujourd'hui, on produit suffisamment de richesses pour partir plutôt à la retraite pour en profiter. Il y en a qui nous disent non, on vit plus longtemps, donc on peut bosser plus longtemps. Moi, je dis aujourd'hui, et la NUPES dit qu'il y a suffisamment de richesses en France pour permettre aux gens de partir plus tôt et de profiter de la vie de leurs petits-enfants, etc. C'est des philosophies différentes. Donc augmenter les impôts pour permettre aux gens de partir plus tôt. Vous voyez, c'est là où le gouvernement ne le veut pas. Moi, j'ai proposé un amendement, par exemple, sur le taxer les GAFAM pour payer la redevance audiovisuelle. C'était pas un truc de bolchevique, c'était de passer de 1% à 15%, comme les États-Unis de Donald Trump. Donc la NUPES, pour le coup, on n'est pas vraiment dans un truc super révolutionnaire. La réponse du gouvernement, c'est non. C'est non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là où se fait le business, dans le numérique, etc., ils s'affranchissent de l'impôt. Ils s'affranchissent de l'intérêt général. Vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Nous avons mis en place... Alors excusez-moi, ça c'est un vote. J'ai porté ces amendements à titre personnel. Bruno Le Maire a dit que non parce qu'il avait peur des rétorsions des États-Unis. Non. Ça c'est écrit, on ne peut pas dire le contraire. La France a été, donc ne dites pas que la France a été à l'initiative à l'échelle européenne de la première taxation des GAFA à l'échelle européenne. 1% et ça s'est fait à l'échelle d'Europe parce que c'est pas la France toute seule qui va taxer les GAFA. C'est faux. Deuxièmement, vous pouvez pas dire ça. Oui, pardon. Il faut rappeler quand même le chiffrage du programme qui était le vôtre. Quand vous avez promis aux Français la retraite à 60 ans et le SMIC à 1500 €, alors ça peut séduire comme ça sur le papier. Et le Front National a voté contre. Moi je l'ai vu dans ma circonscription, il y a beaucoup d'habitants qui y ont cru. Ça coûte combien? Ça a été chiffré par plusieurs journalistes, ce programme, parce que vous aviez omis évidemment de chiffrer toutes ces mesures. 200 milliards d'euros, on les prend où? En augmentant les impôts, y compris des plus modestes. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc c'est pas le projet que nous défendons. Nous au contraire, nous continuons à diminuer les impôts. Nous sommes fiers d'avoir supprimé la redevance audiovisuelle.
et vous le savez. La taxe d'habitation et nous continuerons. Je ne suis pas dans la caricature. C'est vous qui l'êtes avec des réformes simplistes. Vous avez renoncé. Non, alors là, c'est pas, je vous autorise pas à dire ça parce que je vous qualifie de populiste, de démagogique. Par contre, je pense que votre programme non plus n'est pas financé. Par exemple, aujourd'hui, vous faites appel à Total pour financer les gens. On va en parler dans un instant, mais c'est moi qui autorise. Dans un contexte énergétique. Dans ce débat. Pour un impôt, dans droit commun, pas sur l'aumône. La parole est à Maxime Thiebaud. La parole est à maître Maxime Thiebaud, l'avocat. La vraie difficulté, et là vous avez raison sur ce fait-là, c'est que en réalité, si vous avez un 49.3 qui tombe, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de voter cette motion de censure parce qu'en fait, qui fait de l'opposition au jeu institutionnel ? C'est pas l'Assemblée nationale, c'est le président de la République qui veut imposer un système de retraite qui change complètement ce qui a été l'esprit de la retraite en France en passant à un système par capitalisation. Alors après, on peut le vendre avec la pénibilité, tout ce que vous voulez, mais on sait dans le fond, c'est ce vers quoi on tend. Alors, que ce soit bien ou que ce soit pas bien. Non mais c'est un système par les rendez-vous de BlackRock, il n'y a pas d'assurance individuelle privée. Là, c'est ça le régime par capitalisation. Ça n'est absolument pas le sens de cette réforme. C'est quand même ce vers quoi. Vous savez combien de Français prennent une assurance privée? Ça, c'est autre chose, mais ce n'est pas l'esprit de cette capitalisation. Une personne à la fois, on prendra tous notre retraite un jour. C'est important quand même d'être précis. Maxime, je suis très précis. C'est exactement le programme d'En Marche en 2016. C'est exactement les déclarations que faisait Emmanuel Macron avant d'être président de la République. Il est président de la République. Il sait très bien qu'il y a des oppositions dans ce pays qui sont réelles parce que les gens sont attachés aux acquis tels qu'ils ont été créés après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il doit avancer insidieusement vers ce système-là. Bon, c'est pas un drame en soi. Après, on peut se faire avoir par Emmanuel Macron et croire à des choses qui sont fausses. Je le dis aux auditeurs qui nous écoutent, ça n'est absolument pas le système par répartition, vous ne changez pas le système tel qu'il existe. Pourquoi ? Parce qu'il est à l'équilibre. Le baby-boom est passé, donc il n'y a plus de problème de retraite dans ce pays. Donc et quand je vois qu'on a voulu s'attaquer... Mais non, pour moi, il n'y a pas besoin de réforme ici. En fait, il y aurait besoin de réforme avec l'évasion fiscale, il y aurait besoin de réforme avec l'administration, où malheureusement, par exemple, dans certaines administrations, vous avez plus de gens qui sont au bureau que dans l'action, dans la fonction publique. Je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là, mais qu'il n'y a pas besoin d'aller taper dans le portefeuille des classes moyennes qui ont travaillé toute leur vie et qui vont tomber dans un système où vous allez avoir, certes, un système qui sera dans l'apparence celui de la répartition, mais en réalité les gens vont être obligés de capitaliser à côté, et c'est ça le drame, et les Français sont obligés de capitaliser. Aujourd'hui, quand vous êtes salarié en CDI, la première chose qu'on vous dit, c'est pensez à capitaliser parce que votre retraite elle sera minime. Bon, c'est pas compliqué. Donc à partir du moment où vous avez compris ce système-là, vous comprenez qu'il y a la philosophie d'Emmanuel Macron. Après, vous partagez aussi le pessimisme des jeunes générations, Maxime Thiebaud, parce qu'on a vu les... Mais malheureusement, j'en suis. Moi-même, je suis obligé de capitaliser parce que j'ai un système de retraite qui fait que je n'ai pas d'autre choix. Et donc, on ne peut pas nous vendre n'importe quoi en nous disant que la répartition, elle existera prochainement. Non, on sait pertinemment qu'on est en train de la détruire, mais de manière insidieuse. Et c'est ça aussi qui est dérangeant dans ce pays, c'est qu'on n'est pas capable d'assumer des politiques publiques en les disant ouvertement les tenants et les aboutissants. Sur ce débat-là, le mot de la fin de chacune et chacun d'entre vous, Lauriane Rossi. Est-ce qu'il faut être pessimiste ? Comme le disait Maxime Thiebaud, par exemple. Il y a un certain nombre de jeunes Français, par exemple, le pessimisme suscite l'espoir. Le pessimisme de ces jeunes qui ont vécu au gré des nouvelles réformes des retraites et qui se disaient, je ne sais pas à quel âge je prendrai ma retraite, mais sûrement à 70 ans. Vous savez, j'ai 38 ans et je fais partie de cette génération où on se demande aussi finalement de quoi sera fait l'avenir et beaucoup, effectivement, ont une retraite complémentaire, en tout cas cotisée. Je veux le redire, c'est un système par répartition et non pas par capitalisation qui est prévu par cette réforme. Il n'est pas question d'aller pas d'assurance retraite privée. Mais justement, c'est pour lutter contre ce pessimisme et permettre aux futures générations de bénéficier eux aussi du système de protection sociale français qui, je le rappelle, est quand même assez unique en Europe et dans le monde, que nous le réformons. Il s'agit en responsabilité, le devoir qui est le nôtre, collectivement, élus locaux, parlementaires, ministres, etc., c'est justement de préparer l'avenir. Faire de la politique, c'est préparer l'avenir à tout point de vue. Et c'est bien l'enjeu de cette réforme. Rodrigo Arenas. Écoutez, préparer l'avenir, c'est notre programme, donc pas de souci si on veut revenir sur nos bases. Vous voulez pas le même, vous avez le droit aussi. C'est normal, c'est la démocratie et le débat public. En tout cas, c'est pas être démago que dire que le service public ne fonctionne pas, que les écoles c'est compliqué, que les hôpitaux c'est compliqué, etc. C'est-à-dire cette logique de commercialisation du bien commun, c'est ce qui est en train de se mettre en œuvre. Vous savez ce qui se passe sur les retraites ? Ça existe ailleurs. C'est ce qui s'est passé au Chili. Donc à la fin, on a dit ouais, vous inquiétez pas, répartition. Mon œil à la fin, c'est des fonds de pension, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est la capitalisation, parce que le niveau de retraite sera tellement bas pour pouvoir affronter l'avenir avec le coût de la vie qui va signifier qu'on va devoir commercialiser une partie de notre avenir. Et moi, je veux pas ça pour mes enfants. Je veux qu'ils puissent bénéficier de la même chose que dont aujourd'hui je cotise pour mes générations de mes parents. Je veux aujourd'hui que mes enfants puissent bénéficier du même système, mais qu'ils puissent en vivre, qu'ils puissent aussi se projeter une fois que le travail est fini, le travail salarié. Et aujourd'hui, ce que je remarque, ce à quoi on veut pas s'attaquer, c'est que l'essentiel des richesses qui sont produites par la France, ce n'est pas le travail salarié, c'est le travail qui est dans le business du numérique, qui n'est pas taxé aujourd'hui au niveau où il devrait l'être.
Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Lauriane Rossi, élu Renaissance à Montrouge, Rodrigo Arenas, député insoumis de Paris, et Maxime Thiebaud, avocat au barreau de Paris. Dans un instant, on va parler de l'avenir toujours, mais de l'avenir proche, qui est particulièrement inquiétant, notamment depuis ce discours plus que jamais va-t-en-guerre du président russe Vladimir Poutine hier sur la place Rouge. Faut-il s'inquiéter de l'arrivée d'un nouveau rideau de fer entre la Russie d'une part et l'Occident d'autre part? On en parle tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le débat de la semaine. Fait-on face à l'installation d'un nouveau rideau de fer entre la Russie d'une part et l'Occident d'autre part? Alors quand je dis l'Occident, effectivement, c'est un peu grandiloquent. Parlons, disons, de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. C'est en tout cas tous ces pays qui ont été visés, ciblés par Vladimir Poutine hier dans un discours devant des milliers, quelques dizaines de milliers d'ailleurs, de ses partisans rameutés sur la place Rouge pour entériner publiquement l'annexion par la Russie de territoires des 4 oblasts de Zaporijia, de Kherson, de Louhansk et de Donetsk, qui sont des territoires de facto évidemment ukrainiens et des jure aussi ukrainiens. On en débat avec Maxime Thiebaud, qui est avocat, qui est avec nous, Lauriane Rossi, qui est élu Renaissance à Montrouge, et avec Rodrigo Arenas, député insoumis de Paris. Premier aspect qui est important quand même, aucun pays n'a soutenu factuellement la Russie aux Nations Unies dans son annexion, sa proclamation d'annexion des 4 territoires. Est-ce que ça veut dire que globalement la Russie est plus seule que jamais, Rodrigo? Je ne pense pas qu'elle soit seule, mais il y a quand même des pays qui la soutiennent d'une façon officielle ou officieuse. Mais après, moi, j'ai pas de notes des services renseignements français à ma disposition en tant que parlementaire. J'en ai encore moins de la CIA, encore moins du FSB russe. Donc, je me garderais bien de jouer les géopoliticiens de plateau en mode OSS 117, où on se donne un peu une opinion sur un sujet qui est complexe. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un agresseur et un agressé, qu'il faut pas se tromper. L'agressé, c'est l'Ukraine, l'agresseur, c'est la Russie, et qu'il va falloir trouver une solution qui, au moment où nous parlons, n'a pas vraiment d'issue pacifique. Et ça, c'est un vrai sujet d'inquiétude pour la planète entière. Plutôt du côté d'une escalade que du côté d'une détente, manifestement, dans ce combat. Vous parliez de pays qui soutenaient plus discrètement la Russie. Il y a 4 pays qui se sont abstenus hier au vote du Conseil de sécurité des Nations Unies. Chine, Brésil, Bénin et un 4e pays, Maxime Thiebaud. Malgré tout, c'est un coup de force qui est entériné en ce moment. Oui, puis en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est l'acte de décès de nos institutions internationales, parce qu'elles n'ont plus du tout de puissance pour régenter le droit international, le respect des peuples, etc., des frontières. C'est terminé. Et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que la fin de la CNDN, la Société des Nations, la SDN, pardon, mon acronyme n'était pas très bon, avant la Deuxième Guerre mondiale, a engagé ensuite tout ce qu'on a connu. Et malheureusement, moi, cette escalade m'inquiète beaucoup. Elle m'inquiète parce que, en fait, il n'y a aucune discussion ouverte. Quand on décrit l'opposant comme étant un fou, avec lequel on ne peut pas discuter, il reste une seule chose, c'est le tuer. Bon. Donc de présenter Poutine comme un fou avec lequel on ne peut pas discuter, on ne peut pas aller vers de la diplomatie et vers du dialogue. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire que je ne défends pas les Russes, bien loin de là. C'est eux qui ont attaqué l'Ukraine en premier. Mais si on ne veut pas aller vers une escalade vers la guerre, il y a un moment, il faut qu'on se mette dans une configuration de paix et qu'on comprenne qu'il y a des rapports de force qui doivent s'équilibrer. Parce que c'est que ça qui réside ici. Sauf que, alors, regardons la carte actuellement, en l'état actuel des forces en présence. La Russie occupe militairement, plus ou moins partiellement, 5 régions ukrainiennes, les 4 qu'elle a officiellement annexées hier, plus la Crimée. En tout cas, dans le droit international, c'est ça qu'il y a sur nos cartes de géographie. Imaginons qu'on décide de discuter de la paix. Ça reviendrait à dire aux Ukrainiens, mais écoutez, aujourd'hui, vous arrêtez de vous battre, parce que même s'ils occupent 5 de vos régions, il faut qu'on fasse la paix. Lauriane Rossi, ils ne pourraient pas accepter une telle décision. On est face à une violation manifeste du droit international. C'est une annexion de fait par la Russie de territoires qui sont ukrainiens. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les en fait sortir? On ne va pas le faire par la force? On ne peut pas le faire manifestement par la diplomatie? Comment on trouve une solution? La voie du dialogue, évidemment, doit être privilégiée. Elle continue, évidemment, sous l'égide du président de la République à l'échelon européen, parce qu'évidemment, l'enjeu, c'est quoi? C'est protéger l'Union européenne de cette guerre qui est à nos portes. Je crois qu'on a franchi hier, vous l'avez dit, évidemment, une nouvelle étape avec cette annexion officielle. On en a franchi une autre d'étape avec une théorisation assez inédite finalement dans la bouche de Vladimir Poutine de ce conflit. Ce discours sur la décadence de l'Occident vient théoriser cette guerre qui jusqu'alors pouvait donner l'impression d'être un conflit territorial. Là, il théorise cela. Et clairement,
on a deux blocs qui s'affrontent, c'est ce qu'il démontre, ce qu'il explique, et donc un Occident qui, à ses yeux, ne partage pas les valeurs de la Russie et de ses soutiens. La Russie qui respecterait ses propres valeurs chrétiennes, alors que l'Occident verserait parfois, il a même employé le mot, ce qui est quand même incroyable, vers le satanisme, notamment, en permettant aux enfants de choisir leur sexe. C'est ce qui c'était des extraits du discours. Ça, il l'a toujours dit, sauf qu'on l'avait un petit peu moins cerné. Ce discours-là, le discours idéologique et de guerre civilisationnelle. Que d'avoir ce discours-là. Oui, non, mais en fait, il l'avait dit dès le début, mais on l'avait moins entendu parce qu'on était choqués, on était un peu sous le choc de la guerre. Mais il y a toujours eu ce courant idéologique et il en a besoin aujourd'hui pour récupérer les réservistes. Parce qu'il est chez des réservistes qui sont en fait dans la partie la plus à droite de la Russie et qui sont très conservateurs. Ça signifie que s'il parle, par exemple, à certains citoyens russes, il suffit de leur dire vous allez vous battre contre cet Occident décadent, proche des minorités homosexuelles, puisque c'était ce qui était dans son discours, et que ça peut en convaincre certains d'aller se battre. Mais bien sûr, on ne fait pas de guerre sans idéologie. Et on ne va pas vers une guerre globale sans idéologie. Dans certains pays d'Europe, je pense à la Hongrie, la Pologne, etc. Donc à force de jouer avec le feu, on se brûle aussi nous-mêmes. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est moi déjà, parce qu'on est responsable, je ne vais pas mettre des cailloux dans le pied du président de la République qui est chef des armées et qui a cette responsabilité-là. Le truc, c'est qu'il faut accepter aussi que autant Emmanuel Macron était un interlocuteur quand il était président de l'Europe, aujourd'hui la France, elle n'est pas trop là-dedans, et qu'il va falloir réfléchir autrement. Par exemple, si on prend les questions géostratégiques dont vous parliez tout à l'heure, la question de contrôle de la mer Noire se pose, et du coup la Turquie devient un interlocuteur. Il y a des gens qui peuvent parler et faire le lien. Et nous là-dedans, on n'est pas trop là-dedans. Mais vous savez, ça c'est la réalité de terrain aussi. Moi, avant d'être élu député, j'étais à Médica, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, où il y avait les proxénètes qui étaient là, c'était l'enfer. Il y avait des Français, mais c'était des associations. Des associations qui aidaient les gens, etc. Mais la France, elle n'était pas là, en tant qu'État, à expliquer, venez, on va vous accueillir, les dispositifs existent. Et après, vous avez un phénomène de migration. De réfugiés de guerre. Mais où ils vont, les Ukrainiens? Ils viennent pas en France. Ils viennent pas en France. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communauté ukrainienne digne de ce nom. Ils vont en Pologne, parce qu'il y en a beaucoup. Ils vont en Espagne, parce qu'il y en a aussi beaucoup, liés au monde du travail, etc. Mais la France n'a pas été ce pays d'accueil des réfugiés. Elle n'a pas pris sa part entière dans cette histoire-là. Donc, il n'est pas trop tard de le faire, mais il faut le faire avec les bons interlocuteurs et sortir un peu de ce cocorico qui n'a pas de sens en période de guerre. Ce qui nous appelle en tout cas à cette dernière question, je vous demanderai d'être très bref, tous les trois d'ailleurs. L'Ukraine a profité de l'annonce par la Russie de cette annexion de ces 4 régions pour demander urgemment son adhésion à l'OTAN. Faut-il, oui ou non? Est-ce que la France, oui ou non, doit être d'accord avec cette demande d'adhésion? Bien sûr que non, parce qu'en fait, l'OTAN est l'une des causes de l'ensemble du problème qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que si l'Europe avait été l'Europe, avec des nations qui sont indépendantes, qui ont leur vision de la diplomatie, de la guerre, de leurs frontières, de leurs relations internationales, je ne pense pas, sincèrement, je suis convaincu de cela, après je peux peut-être me tromper, mais je suis convaincu de cela, qu'on n'aurait pas eu cette escalade-là. Et je pense vraiment qu'il y a eu des torts partagés, à la fois par les Américains et leur impérialisme, qui se fichent complètement en fait de l'Europe. Ils n'ont rien à foutre de l'Europe. C'est un marchepied vers leur impérialisme. Et d'autre part, de la Russie, qui est tombée aussi dans cette escalade-là, par rapport aux États-Unis. Et l'Europe se trouve au milieu, et l'Europe a été incapable d'exister en tant qu'entité. En tout cas, c'est la Russie qui a commencé à l'appliquer concrètement, l'impérialisme, en annexion 4 Oui, mais depuis la chute du mur de Berlin, les Américains ont développé l'OTAN, notamment à l'est de l'Europe, et ça n'a pas été une politique contre laquelle l'Europe a fait preuve d'intelligence en disant aux Américains, attention, vous êtes chez nous ici, avec notre diplomatie, on n'a pas à être annexé à votre politique. Lauriane Rossi, l'Ukraine dans l'OTAN, oui ou non? Oui, il faut se rappeler, ça a été dit à l'instant, que l'adhésion à l'OTAN, l'argument de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est justement le point de départ de ce conflit. En tout cas, c'est ce qui avait été annoncé comme tel. Faut ouvrir. Voilà. Donc sujet évidemment sensible. C'est pas à moi d'apporter la réponse sur ce plateau ce matin, mais il est évident que c'est un point extrêmement sensible. C'est un point extrêmement compliqué, effectivement. D'ailleurs, si l'Ukraine adhérait à l'OTAN, elle est en guerre, donc ce serait encore plus compliqué. On va quand même pas faire la guerre à la Russie. De fait, ça nous ferait entrer en guerre. Rodrigo Arenas. 2 points. D'abord, il faut rappeler que la Russie a quand même annexé l'Ukraine la Crimée en 2014. Aujourd'hui, elle annexe des régions ukrainiennes. Est-ce qu'on va attendre qu'elle digère pour repartir après, où ça va s'arrêter, on ne sait pas. Par contre, ce que je souhaite, c'est d'avoir suffisamment d'informations pour qu'il y ait un débat parlementaire sur cette question-là, parce que c'est un sujet sérieux. Et le 3e point, c'est qu'il faut redonner les moyens à la diplomatie française, qui a été dépecée ces dernières années, pour arrêter de se faire sortir manu militari des zones de conflit. Je pense à l'Ukraine aujourd'hui, mais je pense aussi au Mali, je pense à tous les endroits dans lesquels la France avait une diplomatie très forte, et qui aujourd'hui n'a plus sa voix dans le concert des nations, en tout cas elle est très amoindrie. Ou encore au Burkina Faso, où un énième coup d'État a été perpétré cette nuit. Une junte a été remplacée par une autre. Pour une fois,
enfin, pour une fois malheureusement, je parle dire comme ça, on a un conflit qui est mondialisé. Vous avez des conflits extrêmement durs, par exemple, au Pérou sur les questions de l'essence. Vous avez au Sri Lanka des violences qui sont liées à tout ça. Donc c'est un conflit qui est mondial. Donc il faut prendre la dimension de ce dont on parle. C'est pas juste un truc inter-européen. C'est quelque chose de plus complexe et qui implique beaucoup plus d'acteurs. Merci à tous les trois. Rodrigo Arenas, qu'on entendait à l'instant, député insoumis NUPES de Paris. Merci à vous, Lauriane Rossi, élu Renaissance à Montrouge, et Maxime Thiebaud, avocat au barreau de Paris. Tiens, un coup d'État beaucoup plus pacifique. Une prise de pouvoir de Jean-Luc Moreau sur Sud Radio. On parle auto. Avec une question pour commencer, les voitures chinoises sont-elles plus sûres que les voitures françaises? Si je vous demande de choisir entre une Aura Funky 4, ça va vous faire rire le nom, et une Peugeot 308 et une Renault Mégane e-tech. Bah écoutez, faites-les-moi essayer, je vous dirai ce que je préfère. La première, évidemment la première. Elles seront en force d'ailleurs au Mondial de l'automobile. Je pense que j'essaierai la première parce que je la connais pas. Justement. Oui, mais je parle de sécurité là. Exactement. Non, j'en sais rien. Écoutez, vous auriez raison. Confiez-moi les trois, je rentrerai dans un mur, je vous dirai laquelle s'en est le mieux sortie. Voilà. On parle sécurité dans un instant avec vous, du coup. Exactement. On parlera aussi des bonus écologiques et ce qui seront réservés aux voitures fabriquées en Europe. Et puis on parlera V2H, ça va intéresser tout le monde. C'est un nom barbare, mais imaginez que vous puissiez faire fonctionner votre machine à laver, votre téléviseur avec la batterie de votre voiture aux heures où on vous a annoncé qu'on sera en pic de consommation. Vous chargez la nuit votre voiture et dans la journée vous l'utilisez aux heures où on a besoin d'électricité. Ah ben ça permettrait à certains députés en plus d'étendre leur linge. Ça marche déjà, c'est ça qu'il faut dire. Eh ben écoutez, si ça marche, c'est formidable. On parle auto, 0826 300 300. Vous prenez la route, vous avez des questions, eh bien vous nous appelez. Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau vous attendent de 11h à 13h sur Sud Radio, juste après les informations. Bonne journée à vous à l'écoute de Sud Radio.